Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis dans l'incapacité de venir vous faire cours aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'avancer un peu en vidéo pour qu'on ne perde pas trop de temps. Donc, pour rappel, il y a l'évaluation commune lundi, ça ne change pas, et on continuera le cours du coup le vendredi suivant. Je vais avancer le cours, donc prenez votre dossier documentaire avec vous, je vais faire quelques petits rappels de là où on s'était arrêté, et puis je vais continuer. Et je vous donnerai du coup un petit travail à faire, à compléter, notamment à partir du dossier documentaire, à l'issue de cette vidéo-là et d'un autre contenu que je vous ferai visionner après. Donc pour rappel, dans le cours, on avait vu la différence entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Donc les agents en capacité de financement, c'est ceux dont l'épargne est supérieure aux investissements. On avait vu qu'au niveau macroéconomique, en général, ce sont les ménages, pas les ménages pris individuellement, mais pris tous ensemble, et qu'à l'inverse, les entreprises, en général, sont en besoin de financement parce qu'elles ont en général des investissements qui sont supérieurs à leur épargne. Et justement, on était dans notre troisième partie où on étudiait comment les entreprises pouvaient se financer. Pour rappel, je vais reprendre un petit peu l'activité sur laquelle on s'est quitté et qu'on a commencé en classe. On avait vu, donc c'est principalement des rappels de secondes, mais revoyant quand même tout ça, on avait vu comment calculer le chiffre d'affaires d'une entreprise qui fait des t-shirts. Pour rappel, donc ça c'était la question 1, le chiffre d'affaires c'est le prix fois les quantités vendues. Donc ici, on vendait 500 000 t-shirts pour un prix de 20 euros, donc on avait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, je calcule juste la valeur des ventes, de la production, ça ne tient pas compte des coûts. Il faut bien voir que ce chiffre d'affaires, du coup, n'est pas la mesure de la richesse réellement créée par l'entreprise, puisque dans le produit final, typiquement ici dans un t-shirt, tout ce qui a de la valeur n'a pas été créé directement par l'entreprise. Typiquement, l'entreprise, là, elle a acheté un certain nombre de choses. Elle a acheté le fil, elle a acheté les tissus, elle a acheté l'électricité, qui ont servi à faire le t-shirt. Mais elle, ce qu'elle a créé comme valeur, c'est juste l'assemblage de toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on avait vu, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le chiffre d'affaires soit la richesse réellement créée par l'entreprise, c'est juste le résultat de ses ventes. Dans la question 3, on avait vu justement comment on appelle tous ces biens et ces services qui sont transformés ou détruits pendant la production, comme le fil, le tissu, la teinture, etc. Et on appelle ça des consommations intermédiaires. Et ces consommations intermédiaires, justement, elles sont produites par d'autres entreprises. Et pour calculer la richesse réellement créée par l'entreprise, c'est ce qu'on avait vu dans la question 4. La question 4, on avait vu que toutes les biens qu'on utilise pour produire, mais qui ne sont pas détruits au cours de la production, qu'on peut réutiliser plusieurs fois, on appelle ça le capital fixe, comme ici par exemple les machines à coudre. Et on avait vu dans la question 5, du coup, comment je calcule la richesse réellement créée par l'entreprise. Et bien pour ça, je fais mon chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Comme ça me donne la richesse réellement créée par mon entreprise. J'enlève la valeur de tout ce que l'entreprise n'a pas créé elle-même. Donc typiquement le fil, les tissus, etc. Donc là, dans mon calcul, je faisais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires moins 3 millions d'euros de consommation intermédiaire. Et ça me donnait 7 millions d'euros de valeur ajoutée, puisque cet indicateur, on appelle ça la valeur ajoutée. Il faut bien comprendre, il faut bien réussir à faire la différence entre les trois indicateurs que sont le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et le bénéfice. Le chiffre d'affaires, on ne tient aucun compte des coûts. La valeur ajoutée, ce n'est pas encore le bénéfice. La valeur ajoutée, ce n'est pas ce que l'entrepreneur va pouvoir se garder pour lui, se mettre dans la poche. La valeur ajoutée, ça mesure simplement la richesse qui a été créée par l'entreprise. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est la valeur que je viens ajouter à mes consommations intermédiaires. Pour reprendre l'exemple du t-shirt, j'achète du fil, de la teinture et du tissu. Donc ça a une certaine valeur. Voilà, Disons que ça a une valeur, on avait dit, de 6 euros. Et grâce à mon travail, grâce à mon activité, je vais assembler ces consommations intermédiaires et je vais créer un nouveau produit, un t-shirt qui, lui, coûtera 20 euros. Donc, je vois bien que grâce à mon travail, grâce à mon activité, j'ai créé une valeur nouvelle, j'ai ajouté de la valeur à ces consommations intermédiaires. C'est pour ça qu'on appelle ça la valeur ajoutée. Et donc du coup, pour calculer ce travail que moi j'ai fait, cette valeur que j'ai moi-même créée, on fait en gros le prix de vente moins les consommations intermédiaires, et si on fait à l'échelle de l'année, ça fait le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Donc on s'était quitté là-dessus, on avait rappelé la définition de la valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté.
La question maintenant, c'est comment cette valeur ajoutée, elle va être utilisée. Comment elle va être répartie, où est-ce qu'elle part cette valeur ajoutée. Alors il faut bien savoir que la valeur ajoutée, en fait, elle va être répartie entre les différents acteurs qui ont participé à la production, à la création de valeur. Tous ceux qui ont aidé à créer de la valeur ont droit à une partie de la valeur ajoutée. Et globalement, il y a 3 grands acteurs qui ont participé à la création de valeur. Il y a bien sûr les salariés, bah oui, c'est eux qui travaillent, donc c'est eux qui font la plus grosse partie de la création de valeur. Donc on va leur payer à eux les salaires et les cotisations. Deuxièmement, il y a l'État. Et oui, l'État participe aussi à la création de valeur, notamment parce que c'est lui qui s'occupe, on l'a vu au chapitre 5, c'est lui qui s'occupe de gérer les biens collectifs et les biens communs. Typiquement, les routes. C'est l'État qui entretient les routes. Or, moi, en tant qu'entrepreneur, heureusement que j'ai accès à des routes de façon gratuite. Typiquement, on peut imaginer là que le fil, les tissus, etc. que j'utilise, je me les suis fait livrer probablement par camion. Bon, s'il n'y avait pas de route à disposition, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, par sa gestion des biens communs et collectifs, et par globalement tous les services publics, on peut dire que l'État joue un rôle dans la création de richesses, et à ce titre, il a droit à une partie de la valeur ajoutée. Et cette partie, on la paye donc sous forme d'impôt. Ici, c'est l'impôt sur la production. Et enfin, le reste, une fois qu'on a payé nos salariés, une fois qu'on a payé nos impôts, ce qui reste, donc nos impôts sur la production, ce qui reste, c'est le profit ou le bénéfice. Pas encore le bénéfice net, c'est pour l'instant le profit brut. Et en économie, on appelle ça l'excédent brut d'exploitation. Bon, c'est un nouveau mot de vocabulaire, il faut le retenir. Donc si je reprends le dossier documentaire, maintenant on peut compléter la suite du document. On nous dit la valeur ajoutée est partagée en 3 parties. Premièrement, les salaires et cotisations qui servent à payer les travailleurs. Deuxièmement, les impôts sur la production qui sont collectés par les administrations publiques, les APU. Ici, c'est la taxe sur la production. Et en troisième tiré, le reste, c'est le profit ou le bénéfice brut de l'entreprise. Et en économie, on appelle ça l'excédent brut d'exploitation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cet excédent brut d'exploitation, il va être lui-même réparti entre plusieurs choses. Une fois que j'ai mon excédent brut d'exploitation, l'entrepreneur, il va encore en faire plusieurs usages. Déjà, la première chose dont on n'a pas le choix, c'est qu'on doit à nouveau payer des impôts. Et oui, les entreprises, elles payent des impôts 2 fois. Elles payent des impôts sur la valeur ajoutée, donc ça c'est l'impôt sur la production, et elles payent des impôts sur les bénéfices. On peut avoir l'impression que ça fait beaucoup, mais en fait, le fait de payer des impôts sur les bénéfices, il faut bien voir que c'est plutôt, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui aide les entreprises que s'il n'y avait que les impôts sur la valeur ajoutée, parce que ça veut dire qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, elle ne paye pas d'impôts sur les bénéfices. Et ça arrive, des fois, au tout début, une entreprise qui n'est pas rentable, ça existe. Des entreprises qui ne font pas d'excédent brut d'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont payé leurs salariés et une fois qu'elles ont payé l'impôt sur la production, il ne reste plus rien. Ça arrive, et ça arrive souvent pour les entreprises, les très petites entreprises qui démarrent et elles ont besoin de quelques années avant de pouvoir lancer leur activité. Donc, s'il y a un bénéfice, on paye l'impôt sur les bénéfices. Ensuite de ça, il y a plusieurs choses qu'on doit payer. Premièrement, il faut qu'on entretienne le capital fixe. Typiquement, si on a une machine qui casse, il faut qu'on puisse la remplacer. Ou même si elle ne casse pas, il y a souvent des pièces qu'il faut pouvoir entretenir. Typiquement, là, dans mon entreprise de confection de vêtements, mes machines à coudre, il faut probablement que je remplace les aiguilles, par exemple. Le fait de devoir remplacer les aiguilles, ça, c'est du capital fixe, du coup, qu'on doit entretenir. En économie, cet entretien du capital, on appelle ça l'amortissement. Donc, on a des dépenses d'amortissement. Ensuite, il faut quand même que je paye mon entrepreneur. L'entrepreneur, il ne gagne pas un salaire parce qu'il n'est pas salarié. Il est patron, propriétaire de son entreprise, donc il ne fait pas partie des salariés, le capital. Et donc, à ce titre, il est payé avec le profit et donc il reçoit des revenus mixtes sur l'excédent brut d'exploitation. Encore une fois, si il n'y a pas de profit, il ne peut pas se payer lui-même. Ensuite, une fois que j'ai payé l'impôt sur les bénéfices, l'amortissement et les revenus mixtes de mon entrepreneur, je peux investir une partie de mon bénéfice, de ce qui me reste. Donc l'investissement, pour rappel, pour une entreprise, ça veut dire acheter du capital fixe. Investir, ça veut dire acheter de nouvelles machines, acheter un nouvel ordinateur,
ou acheter un nouveau local produire, pour étendre mon activité. Mais en tout cas, voilà, c'est acheter des biens qui permettent de produire, donc acheter du capital fixe. Si j'arrive à acheter entièrement tout ce dont j'ai besoin uniquement avec mon excédent brut d'exploitation, ça veut dire que là, l'entreprise, elle est autonome. Elle n'a pas besoin de trouver des financements ailleurs. Donc ici, pour l'entreprise, on va parler d'autofinancement. On dira que si l'entreprise, elle arrive à se financer toute seule grâce à son excédent brut d'exploitation, donc grâce à son profit, c'est de l'autofinancement. Et donc, on parle aussi de financement interne. Autofinancement ou financement interne, ça veut dire qu'elle se finance uniquement grâce à son profit. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a payé les impôts, l'entrepreneur, on a amorti le capital et on a investi, s'il reste du profit, en général il en reste, et bien ce profit, on va le distribuer aux propriétaires de l'entreprise, un propriétaire avec un S, puisqu'en général les propriétaires sont nombreux. Surtout pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, non, il peut y avoir qu'un propriétaire ou deux, mais pour les grandes entreprises, en général, ils sont nombreux et on appelle ça les actionnaires. Vous vous souvenez, les actionnaires sont ceux qui possèdent les actions de l'entreprise. Les actions, c'est les titres de propriété de l'entreprise. Et donc, comme ils sont actionnaires, comme ils possèdent l'entreprise, eh bien, ils ont droit à une partie du profit sous forme de dividendes. Donc l'entreprise leur distribue des dividendes. Donc, pour rappel, si vous, demain, vous décidez d'acheter une action de l'entreprise Apple, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous aurez droit à des dividendes, c'est-à-dire que vous aurez droit de gagner une partie du profit de l'entreprise Apple. Donc, si vous achetez une seule action, je ne sais pas combien ça coûte, ça doit être autour de 100, 150 euros, à la fin de l'année, vous allez recevoir quelque chose comme 2 euros ou 3 euros de dividendes. Mais si vous possédez 1000 actions, vous recevrez quelque chose comme 2000 ou 3000 euros, évidemment. Plus on a d'actions, plus on va recevoir beaucoup de dividendes. Donc, pour résumer tout ça, on peut remplir du coup le reste de notre dossier documentaire. Donc, l'excédent brut d'exploitation est utilisé pour plusieurs choses. Tout d'abord, il faut payer l'impôt sur les bénéfices. Il faut ensuite réserver une part pour l'amortissement, c'est-à-dire pour réparer ou remplacer le capital fixe usé ou obsolète. Ensuite, il rémunère les revenus mixtes des entrepreneurs, les propriétaires de l'entreprise. Et ensuite, il sert à payer les dividendes aux actionnaires. Et enfin, s'il reste une épargne, elle peut être utilisée pour investir dans l'entreprise, par exemple en achetant du nouveau matériel, du capital fixe, ou en développant une nouvelle activité. Et on appelle cela l'autofinancement ou le financement interne. Pour être sûr qu'on comprend bien tout ça, on va faire un petit schéma bilan où on va résumer un peu tout ce qu'on peut avoir pour une entreprise depuis le chiffre d'affaires jusqu'aux consommations intermédiaires. Après, on notera un petit bilan. Donc, je vous laisse prendre à la suite, dans le dossier documentaire, le schéma bilan qui se présente comme ça. Donc, premièrement, on part de la valeur de la production d'une entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires d'une entreprise. À ce chiffre d'affaires, on lui enlève les biens qui sont transformés ou détruits pendant la production. Ça, c'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Et tout ça, ça nous donne la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse réellement créée par l'entreprise. Mais cette valeur ajoutée, si on lui enlève l'impôt sur la production et les salaires et les cotisations sociales, donc en gros ce qui va à l'État et ce qui va aux salariés, ça nous donne l'excédent brut d'exploitation ou le profit brut. Et cet EBE, excédent brut d'exploitation, si on enlève l'impôt sur les bénéfices, les amortissements du capital fixe et les intérêts versés aux prêteurs, ça nous donne le bénéfice net. Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas détaillé effectivement plus haut, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Avec son profit brut, il faut aussi qu'on verse, donc quand je vous dis là les intérêts versés aux prêteurs, c'est, imaginons une entreprise a fait un prêt à un moment donné, souvent quand on lance son activité, je dis n'importe quoi, elle a emprunté 100 000 euros sur 10 ans par exemple, et bien ça veut dire que tous les mois, elle doit rembourser une partie de ce prêt. Elle doit rembourser le prêt, elle doit rembourser les intérêts. Et donc forcément, le remboursement du prêt, ça c'est quelque chose qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle rembourse tous les mois. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut enlever pour pouvoir calculer le bénéfice net qui revient effectivement à l'entreprise. Évidemment, ces intérêts versés aux prêteurs n'existe que si l'entreprise est endettée. Une entreprise qui n'est pas endettée, elle ne verse pas d'intérêt et elle ne rembourse pas les prêts. Okay, donc,
je repars. Donc le BE, j'enlève l'impôt sur les bénéfices, l'amortissement du capital fixe et les intérêts versés au prêteur, ça me donne le bénéfice net. Et si je repars du bénéfice net, j'enlève les revenus mixtes de l'entrepreneur, les dividendes versés aux actionnaires, et ça me donne mon épargne brute, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement. Et c'est donc à partir de cette capacité d'autofinancement, de cette épargne, que je vais pouvoir investir, c'est-à-dire acheter des nouvelles machines grâce à mon épargne et donc m'autofinancer. Donc, ce qu'il faut retenir de ce grand A, c'est que, en gros, une entreprise, elle peut se financer toute seule grâce à son bénéfice, si son bénéfice est suffisant, et ça, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, vous pouvez noter, à retenir, lorsque l'épargne d'une entreprise est supérieure à son projet d'investissement, l'entreprise est en capacité de financement. Elle peut financer ses investissements en puisant dans son épargne. On parle alors d'autofinancement ou de financement interne. Bon, mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises, elles ne peuvent pas toujours se financer toutes seules. Leur profit ne suffit pas toujours à se financer. Et donc là, elles vont avoir besoin de trouver d'autres sources de financement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le financement externe. Donc à la suite, on passe au grand B. Quand leur épargne n'est pas suffisante, les entreprises doivent avoir recours à un financement externe. Et à la suite du grand B, on passe donc au document 5 que vous avez sur votre dossier documentaire. Je l'affiche et je commence à le lire ensemble, et puis après, on revient sur les questions. Donc, les différents modes de financement des entreprises. Lorsqu'un agent économique veut réaliser une opération qui relève de la formation brute de capital fixe, pour note, formation brute de capital fixe, ça veut dire investissement. Donc en gros, quand on parle d'une dépense de formation brute de capital fixe, ça veut dire une dépense d'investissement. Parce que pour une entreprise, investir, ça veut dire acheter du capital fixe. Donc, je reprends. Lorsqu'un agent économique veut réaliser une opération qui relève de la formation brute de capital fixe, achat de biens d'équipement pour une entreprise, il doit assurer le financement de cette opération. Deux situations se présentent. Premier tiré, l'agent dispose d'une épargne suffisante pour assurer le financement. On parle de financement interne, c'est ce qu'on a vu. Deuxièmement, l'agent doit faire appel à l'épargne des autres agents. On parle alors de financement externe. En cas de financement externe, l'agent peut faire appel à l'endettement auprès d'institutions financières. Donc là, on vous dit que les institutions financières, c'est les banques, qui ont elles-mêmes collecté l'épargne des agents à capacité de financement. On parle alors de financement indirect intermédiaire. L'agent a besoin de financement, peut aussi s'adresser directement aux agents de financement en plaçant des titres sur les marchés financiers. On parle alors de financement direct. Le marché financier est un marché sur lequel se traitent des opérations à long terme portant sur des actions ou sur des titres de créance, en particulier les obligations. Et ensuite, vous avez des définitions. Les marchés financiers sont des marchés sur lesquels se rencontrent les offreurs et les demandeurs de capitaux. On parle aussi de la bourse pour désigner les marchés financiers. Une action, c'est ce qu'on appelle un titre de propriété d'une partie du capital d'une société anonyme. Sa vente en bourse permet à l'entreprise de financer de nouveaux investissements. Et enfin, une obligation, c'est un titre de créance utilisé par les entreprises pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Alors, pour qu'on soit bien clair sur la compréhension du document, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a deux formes de financement qui sont possibles pour les entreprises. Il y a ce qu'on a vu dans le grand A, le financement interne, et ce qu'on voit ici, le financement externe. Donc le financement externe, ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Cet argent, on peut le trouver de deux façons, comme on vous le dit. On peut faire appel à du financement direct ou du financement indirect. Alors le financement indirect, c'est peut-être le plus simple pour vous. Le financement indirect, c'est quand on fait appel à un intermédiaire financier. Et ça, l'intermédiaire financier, c'est typiquement une banque. Donc si une entreprise va voir une banque, la banque joue le rôle d'intermédiaire et donc lui accorde un crédit. Globalement, elle joue le rôle d'intermédiaire parce que c'est elle qui fait l'intermédiaire entre l'épargne des agents en capacité de financement et le financement des agents en besoin de financement. Globalement, pour simplifier, vous qui êtes des ménages, vous mettez de l'argent à la banque. Cet argent, du coup, c'est des capacités de financement parce que c'est de l'épargne, c'est de l'argent que vous n'avez pas dépensé. La banque, elle récupère cet argent que vous ne dépensez pas et elle le prête à une entreprise en besoin de financement.
Évidemment, c'est elle qui assure le risque, hein, c'est-à-dire que si jamais l'entreprise ne rembourse pas, c'est la banque qui assume le risque, et vous, on vous remboursera quand même votre épargne, hein. C'est la banque qui garantit que votre épargne sera remboursée, mais c'est elle qui joue le rôle d'intermédiaire entre les deux. C'est pour ça que votre compte à la banque, il est un petit peu rémunéré à un taux d'intérêt, hein. Quand vous placez votre épargne sur un livret A, par exemple, il est rémunéré, en ce moment, c'est à hauteur de 3%. Et c'est pour ça aussi que quand une entreprise fait un prêt à la banque, eh bien, ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte un taux d'intérêt qu'il devra rembourser. Donc ça, c'est la façon la plus simple, on pourrait dire, enfin la plus facilement compréhensible, je pense, à laquelle vous êtes habitué. On a besoin d'argent, on passe par une banque, et la banque, elle nous prête l'argent que les déposants ont déposé chez elle. Et là, elle joue le rôle du coup d'intermédiaire entre les ménages, les agents en capacité de financement, et les entreprises. Le problème, c'est que du coup, ça coûte de l'argent. Donc non seulement ça coûte de l'argent parce que il faut vous rémunérer, vous, les agents en capacité de financement, mais en plus, la banque aussi, elle se rémunère, parce qu'elle joue le rôle d'intermédiaire, elle assume des risques. Donc du coup, pour l'entreprise, il faut rémunérer à la fois le compte de ceux qui prêtent, l'épargne, et à la fois l'intermédiaire, la banque, et donc du coup, ça lui coûte quand même cher. Donc elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est ne pas passer par la banque et pouvoir avoir accès directement aux ménages, c'est-à-dire aux agents en capacité de financement. Et ça, c'est ce que rend possible la bourse, la finance, hein, ce qu'on appelle donc les marchés financiers. C'est-à-dire c'est un marché sur lequel les entreprises peuvent avoir accès directement à l'épargne des ménages. Comment ça se passe? Une entreprise qui a besoin de financer, se financer, elle va émettre, si elle veut faire du financement direct, donc du financement par les marchés financiers, elle va émettre ce qu'on appelle une action. Donc une action, pour rappel, hein, c'est un titre de propriété d'une entreprise. Donc elle dit, voilà, ceux qui achèteront cette action deviendront... Donc c'est une action qui représente... Si c'est une action qui représente 1% de la propriété de l'entreprise, elle dit, ceux qui achèteront cette action, ils auront le droit à 1% de l'entreprise, ils seront propriétaires de 1% de l'entreprise. Et ça veut dire que si vous achetez cette action, vous devenez propriétaire, donc cette action vous appartient, donc vous devenez propriétaire de 1% de l'entreprise, et l'entreprise récupère votre argent, et du coup elle peut se financer avec votre argent. Donc émettre des actions pour une entreprise, c'est une façon de récupérer de l'argent, puisque si elle émet, disons, 1000 actions à 10 € chacune, ça lui permet de récupérer, si elle les vend toutes, elle peut récupérer comme ça 10 000 €, et du coup elle peut financer les investissements. Évidemment, en contrepartie de ces actions, elle va perdre une partie de son pouvoir de décision, parce que toutes les personnes qui achètent des actions deviennent propriétaires et donc peuvent prendre des décisions pour l'entreprise. Et en plus de ça, elle va devoir leur verser des dividendes à la fin de l'année, donc leur donner une partie du profit. C'est pour ça que l'entreprise, elle ne veut pas émettre trop d'actions non plus, hein, si elle ne veut pas perdre non plus trop de pouvoir de décision. Mais c'est quelque chose qui lui permet du coup de se financer sans lui coûter vraiment de l'argent, puisque avec ça, elle va pouvoir avoir l'argent directement, et elle n'a même pas besoin, dans le cas des actions, elle n'a même pas besoin de le rembourser. Donc ça, c'est un gros avantage. Un autre type de titre financier qu'une entreprise peut émettre, ça vous est dit dans le texte, elle peut émettre des obligations. Donc une obligation, c'est un titre de créance, c'est-à-dire c'est un titre de dette. Donc là, si demain, imaginons Apple émet une obligation de 100 € par exemple, c'est une obligation disons, elle émet une obligation de 100 € à un taux d'intérêt de 2%. Si vous achetez cette obligation, ça veut dire que vous devenez prêteur pour l'entreprise Apple. Donc sur une obligation, il y a 3 informations. Il y a la somme empruntée, le taux d'intérêt et la durée d'emprunt. Donc imaginons, elle émet une obligation de 100 € à un taux d'intérêt de 3% pour 5 ans. Ça veut dire que vous allez acheter cette obligation 100 €. Et ce que ça veut dire, c'est que vous prêtez ces 100 € pour 5 ans à l'entreprise Apple. Et si on dit que le taux d'intérêt c'est de 3%, ça veut dire que pendant ces 5 ans, Apple va vous verser 3 € d'intérêt. Donc 3% de 100 € c'est 3 €, donc 3 € d'intérêt. Et au bout de 5 ans, elle vous rembourse. D'accord ? Donc
En fait, émettre des obligations, c'est un peu comme si on faisait un prêt comme à la banque, sauf qu'on se passe de la banque et qu'on fait un prêt directement aux personnes qui achètent des obligations. Si demain, vous achetez une obligation Apple, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à Apple, en fait. Et donc ça, c'est une autre façon pour une entreprise de se financer, mais cette fois-ci directement, sans avoir à passer par une banque. Donc, on reprend le document, on vous demande, première question, quels sont les 3 modes de financement possibles pour les entreprises? Donc là, c'est là qu'on va, pour répondre à la question, on va avoir un certain nombre de définitions, donc notez-les, ça c'est important, ce sont des définitions. Donc premièrement, premier mode de financement, on a le financement interne ou l'autofinancement. L'entreprise finance ses investissements grâce à son épargne. Deuxièmement, on a le financement externe indirect. Des établissements financiers, en particulier des banques, jouent le rôle d'intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement. Et troisièmement, le financement externe direct. Les épargnants fournissent des ressources aux agents qui sont en besoin de financement en achetant sur les marchés financiers des titres, des actions ou des obligations émis par ces agents sur le marché financier. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si jamais il y a des questions, évidemment, vous me les posez, vous n'hésitez pas. Alors, on va faire la petite activité, la petite question 2. On vous dit associer à chaque un mode de financement à chacun des exemples suivants. Donc, je vous invite à faire pause dans la vidéo, à lire les 3 possibilités et à essayer de réfléchir par vous-même. Et puis après, moi, je corrige. Alors, petit a, on vous dit l'entreprise alpha souhaite s'agrandir et émet des actions pour financer son investissement. Mais là, l'entreprise émet des actions, donc elle passe par des marchés financiers, c'est donc du financement externe direct. Financement externe parce qu'elle fait appel à l'épargne de quelqu'un d'autre et direct parce qu'elle passe par les marchés financiers. Petit b, l'entreprise Livre Express vient de contracter un prêt de 100 000 € auprès de la Banque Postale pour acheter de nouveaux véhicules. Mais là, elle fait un prêt bancaire, un prêt de 100 000 € auprès d'une banque. La banque joue le rôle d'intermédiaire pour avoir accès à de l'épargne extérieure. C'est donc du financement externe indirect. Externe parce qu'elle fait appel à l'épargne de quelqu'un d'autre. Et indirect parce qu'il y a la banque qui joue le rôle d'intermédiaire. Et enfin, l'entreprise Pizzup a utilisé ses bénéfices non distribués pour acheter un nouveau four. Là, elle utilise ses propres bénéfices, donc son EBE, pour se financer. C'est donc du financement interne ou de l'autofinancement. Elle a besoin de l'épargne de personne. J'espère que c'est clair pour tout le monde, cette idée-là. Alors, on a fini pour le petit bout de cours que je voulais faire ensemble. Maintenant, on va passer au travail que je vous demande de faire pour la prochaine fois. Alors, pour la prochaine fois, c'est donc vendredi prochain, dans une semaine. Pour lundi, évidemment, il y a toujours l'évaluation. Donc, je vous demande de lire le document suivant, de lire le document 6 et de répondre aux questions, de répondre aux 4 questions, questions 1, 2, 3 et 4. Ainsi que le tableau que vous avez où on apprend à bien faire la différence entre action et obligation. Et à la suite de ça, je vous demande de me remplir la synthèse que vous avez à la page suivante. Si vous n'arrivez pas à faire le schéma bilan, je comprends, mais la synthèse, normalement, ne devrait pas y avoir de problème. Pour vous aider à faire ce travail-là, je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo, donc d'une chaîne qui s'appelle Eureka, qui fait de la vulgarisation en économie et en finance, et qui fait de la vulgarisation de très très bonne qualité, et qui a fait une vidéo spéciale sur justement les actions et les obligations, bien apprendre à faire la différence entre les deux. Donc je vous laisse regarder cette vidéo-là, lire le document 6, et avec ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir répondre aux questions et remplir le tableau. Et évidemment, remplir la synthèse après. Si jamais il y a des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par le MT. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème outre mesure. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, de bonnes révisions, une bonne semaine, et on se revoit lundi pour l'évaluation et vendredi prochain pour le cours. Au revoir.